Je vais vous donner la parole d'abord, parce qu'il vaut mieux que chacun des intervenants commence à parler et à donner ses propres idées sur la francophonie, et surtout sur la francophonie, pas comme un fait et comme disons, un phénomène géopolitique, mais comme un phénomène littéraire, c'est-à-dire de la façon dont la francophonie affecte ou influence le travail littéraire de chacun de nous, de vous. Mon expérience de la francophonie, c'est quelque chose de très simple, finalement. C'est qu'en tant que lauréat, j'ai pu aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui parlaient, qui lisaient la même langue que moi. Et c'est vrai que c'est pratique. Hein. On peut être dans la Caraïbe, on peut être en Amérique du Nord, on peut être en Grèce, on peut être en Algérie, au Cameroun, enfin donc sur les 5 continents, et trouver des lecteurs en français. Voilà, c'est mon approche de la francophonie, et c'est pratique. Non, je voulais vous demander comment, par exemple, écrire en français, venir d'ailleurs. Vous, en tant qu'éditeur, ça veut dire quoi, ça? Plusieurs choses. D'une part, je suis éditeur, effectivement, mais dans le sens où je dirige une collection chez Actes Sud, et une collection qui s'appelle Lettres africaines et qui ne publie donc que des auteurs du continent africain au sud du Sahara. Parmi les 50 titres publiés, il doit y en avoir 10 qui sont francophones. Tous les autres sont des titres traduits. Donc je ne suis pas du tout un auteur francophone, un éditeur francophone. Ce qui m'intéresse dans les livres, c'est la littérature. Ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les uns et les autres, quelle que soit la langue. Il se trouve que je suis aussi un grand handicapé linguistique qui ne lit correctement que le français. Donc je suis très content d'avoir des auteurs qui écrivent directement en français et des passeurs qui sont les traducteurs et qui me permettent de lire et de découvrir les autres. Bien que j'ai un rapport pas simple non plus avec la langue française, c'est pas quelque chose qui... J'ai toujours l'impression que... des fois, je me dis, quand j'écris une phrase, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui résiste à chaque fois. Et j'ai l'impression que je réécris, et parfois je surécris parce qu'il y a comme une sorte d'incertitude, en fait. Comme si la seconde langue, ou je ne sais pas si l'arabe est la seconde langue, ou le fait que ce ne soit pas tout à fait... c'est une langue maternelle, mais pas tout à fait une langue maternelle, le français pour moi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui minait un peu le français en soi. Donc il fallait toujours que je sois très attentif. Et en même temps, la rencontre de ces deux horizons linguistiques, ça peut être très fructueux pour le travail littéraire. Oui, c'est ce que je pense aussi. Mais du coup, on n'est pas en terrain. Je suis pas j'ai pas l'impression d'être en terrain conquis d'une certaine manière. Quand j'écris en français, c'est une incertitude permanente. Alors, est-ce que c'est l'incertitude de l'écrivain? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une incertitude qui est due, ça c'est ce que je me demandais, qui est due au fait justement que ce soit sur deux langues, peut-être une diglossie, mine de rien? La littérature ne s'identifie pas à la langue. Sinon, la traduction ne serait pas possible. Je veux dire, parce que si elle était donc, c'est intéressant de voir comment une littérature qui s'écrit en français peut aussi comporter cet ailleurs-là au niveau linguistique même, pas seulement aux idées ou au vécu ou à autre chose. C'était justement, est-ce que ce niveau-là est traduisible vraiment? Est-ce qu'on peut traduire vraiment un poème de Rimbaud, par exemple? Est-ce qu'on n'arrive pas à une limite aussi là? On a dit ça depuis. On a toujours dit qu'il y avait tel texte qui était intraduisible, tel auteur. Tout est traduisible. Oui, absolument. Absolument. Je crois. Bon, la poésie, les pertes dans la poésie sont plus grandes qu'en prose, mais tout est traduisible. Je crois aussi, parce que sinon, on serait amené qu'à lire notre langue et ça serait terrible, quoi. Nonchalante comme jamais, elle éparpilla d'un geste tendre la multitude d'esprits de grande sagesse réunis entre ses innombrables mamelles. Dans leur envol élégant et doux, ils prodiguèrent, comme à leur habitude, des couleurs enivrantes et des parfums magiques. Enfin, en les entendant
en les entendant entonner en chœur un doux chant, l'amour, l'amour, ravi de voir les plus chers de ses caprices, toujours alertes, Nzambi Mpongu ouvrit la discussion.